Alors, Victor Hugo nous disait, lire c'est voyager, voyager c'est lire. Voilà, c'est dans les papillotes. Victor Hugo n'était pas toujours très original. Inspiré. Voilà. Donc, en revanche, toi, tu es très inspiré. Donc, bienvenue Serge Scotto. Bravo, merci d'être parmi nous. Merci à On est vous très de contents. cette invitation. On est très contents Et parce une que... consécration. Voilà, tout à fait, tout à fait. Serge, tu es là pour nous parler de beaucoup de choses, en fait. Alors, tu es là pour parler de ta dernière sortie, qui s'appelle Le Château de ma mère. C'est un titre qui ne vous est pas étranger, puisque c'est un roman de Marcel Pagnol. Alors, si, en fait, on va te faire raconter peut-être un petit peu. Eric Stoffel n'est pas avec nous, c'est dommage. Mais très brièvement, peut-être quand même, ceux qui ne le sauraient pas, comment est né et quelle est la genèse de cette histoire pagnolesque que tu nous livres depuis 2 ans maintenant, 3 ans? En fait, ça a commencé longtemps que ça, parce que ça a été un projet au long cours, mais les premières BD sont sorties l'année dernière, et on a commencé à travailler dessus, effectivement, il y a 3 ans. Il faut 2 ans pour faire un album de bande dessinée. C'est une envie qu'on avait avec Nicolas Pagnol, dont on parlait depuis longtemps. Pour moi, adapter Pagnol, c'était même pas une idée, c'était une évidence, c'était surtout un manque. Un jour, je me suis fait la réflexion, en tant que lecteur de BD, que je ne trouvais pas Marcel Pagnol en bande dessinée, et que c'était dommage, parce que c'était vraiment fait pour ça. Parce que Pagnol, c'est un homme comment dire, c'est d'abord un homme de théâtre. C'est-à-dire que son premier boulot d'auteur, c'est d'écrire du théâtre, c'est-à-dire des dialogues. Il devient ensuite un homme d'image, un cinéaste. C'est pas qu'un auteur qui fait du cinéma, c'est un vrai cinéaste, c'est un cinéaste même d'avant-garde. Il invente le cinéma d'auteur, il invente des façons de filmer très modernes, et il fait avancer techniquement le cinéma. On le voit souvent comme un littérateur qui fait du cinéma, alors que c'est un véritable cinéaste. À partir de 1935, il écrit véritablement pour le cinéma. Quand on demande à Orson Welles quel est son réalisateur préféré, il répond Marcel Pagnol. Il est aussi l'inspirateur du néo-réalisme italien, de la nouvelle vague française. Il est le premier à filmer en extérieur. C'est un véritable cinéaste. Son cinéma est marqué de la modernité qui fait toute l'œuvre de Pagnol. Et donc c'est quelqu'un qui passe vraiment en image. C'est pas du tout accessoire chez lui. Et nous, on s'en rend compte lorsqu'on adapte, par exemple, La gloire de mon père ou Le château de ma mère, qui sont ses souvenirs d'enfance. Eh bien, quand on le lit en tant que lecteur, on ne fait pas attention, parce qu'on a un autre regard. Mais quand on le relit du point de vue du scénariste, d'un coup, il y a des choses qui apparaissent. Il y a déjà toutes les couleuvres qu'il nous fait avaler qui apparaissent, parce que c'est un excellent raconteur d'histoire et c'est un bonimenteur phénoménal. On se rend compte qu'il y a des choses qui passent en littérature, quand on essaye de les appliquer au scénario, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va. Il lui arrive de faire coucher le soleil à 17h30 en plein mois d'août. Si à ce moment-là, il trouve que c'est plus beau un coucher de soleil pour donner une espèce d'emphase lyrique à la scène qu'il décrit, quoi. Et s'il décide que l'oncle Jules tire une bécasse en plein mois d'août aussi, il ne va pas se gêner parce qu'il a envie de remplir les gibecières des chasseurs de tous les gibiers possibles, parce que c'est quelqu'un qui est généreux et qui veut en donner toujours plus à ses lecteurs. Alors quand ils vont à la chasse, il n'y a que des éléphants qui manquent dans la galerie de Marseille. Tout ce qu'ils peuvent tirer, ils le tirent, parce que Pagnol se régale comme ça à citer les plantes, à citer les animaux de la galerie. Il se régale tellement à citer que, par exemple, à un moment donné, il cite 2 plantes, mais c'est les 2 noms d'une même plante. Bon, ça n'a aucune importance. Et puis quand il va à la chasse, je vous dis, allez hop, il passe une bécasse, bam. Mais la bécasse, c'est un oiseau migrateur qui arrive en Provence au mois d'octobre. Voilà, et ça passe à la littérature, en BD, il faut y veiller. Alors, il y a des choses qu'on a laissées, un peu comme des indices aux lecteurs sur la façon de travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour corriger Pagnol, et puis il y a des choses qu'on a corrigées parce que sinon la BD ne fonctionnait plus. Mais je reviens à ce que je vous disais au début, quand on relit ses souvenirs d'enfance, d'un point de vue scénaristique, on se rend compte qu'il écrit en termes d'image. C'est-à-dire que dans son style même, il nous indique toujours où est placée la caméra. Ça c'est pratique pour un adaptateur de BD, parce qu'on se contente
c'est comme s'il y avait des notes de réalisation, quoi. La façon dont il décrit les personnages, le panorama, on sait toujours où est placée la caméra. On sait toujours, si on n'a même pas besoin de réfléchir à la décision de faire un gros plan, un close-up, un zoom, un travelling, c'est dans le texte, c'est dans sa façon d'écrire. Et puis après, ce qu'il faut, c'est couper. C'est ça la BD. Il faut arriver à faire rentrer 300 pages de texte dans 85 pages de BD, sans qu'il ne manque rien. Mais il y a tout ce qui va rentrer dans le dessin et il y a tout ce qui va passer dans le texte. Mais ce qui est extraordinaire chez Pagnol, c'est qu'on voit qu'il était fait pour la BD parce qu'il écrit en image, il pense en image et vraiment il y a toujours la part de l'œil dans ses formulations. Ce qui fait son style très impressionniste finalement. Ce qui fait que c'est dur aussi de tailler, c'est un crève-cœur parce qu'il a tellement le sens de la formule. Il y a des mauvais auteurs qui font de bons scénaristes. Par exemple, je n'ai jamais pu lire un Simenon jusqu'au bout, c'est intronchable. Il n'y a aucun style. Mais quel scénariste? Ça fait d'excellents films. Mais son style, c'est vraiment, il est 7h30, à tel endroit, à telle heure, le type qui porte ceci, cela. Mais c'est illisible. Par contre, c'est un excellent scénariste. Pagnol, lui, chaque phrase est poétique, donc c'est plus dur de tailler. Mais c'est aussi un excellent scénariste, c'est un extraordinaire raconteur d'histoire. Bon, c'est du pain béni pour l'adaptation. Et ça fera de très bonnes BD, parce que vraiment, il ne faut pas faire en BD ce qui ne fait pas de bonnes BD. Toute la littérature n'est pas faite pour faire de la BD. Mais la littérature de Pagnol s'y prête particulièrement. On n'a pas l'impression de trahir, on a l'impression d'être à son service, parce que c'est quelqu'un qui en plus s'est adapté toute sa vie à tous les médiums qu'il a rencontrés. Par exemple, son petit-fils Nicolas a trouvé, en fouillant dans ses archives, un enregistrement audio qu'il a fait lui-même dans les années 60 et dont il a tiré un disque, quoi. Donc aujourd'hui, on peut écouter La gloire de mon père, dite par Marcel Pagnol. Et si la BD avait été un art majeur, adulte, à l'époque où il était encore en exercice, je pense qu'il y serait allé lui-même. Mais c'était considéré comme des publications pour la jeunesse, c'était encore un art mineur. Pagnol avait grandi avec la BD, il avait appris à lire dans les pieds nickelés, tout ça. Mais la BD n'était pas encore prête à accueillir son œuvre. Aujourd'hui, elle est prête et on essaie de le faire.